de tension qui réside en eux ou en elles s'annule. C'est tout aussi simple que ça. Il est possible que nous ne soyons pas capables de nous élever à un niveau de liberté où l'on n'a plus rien à craindre. Même en traversant la rue. Et vous savez, dans les rêves les plus fous qu'on peut faire au sujet du paradis, on a essayé de savoir, soit en questionnant les médiums, ou les clairvoyants, ou les grands peintres, comme Jérôme Bosch. Qu'est-ce qui se passe au paradis? Mais il ne se passe rien. Vous êtes dans l'immensité de la joie, qui est un produit pluridimensionnel, affectif, spirituel, érotique, comestible. C'est seulement ça. Alors, moi, j'ai décidé que je n'attendrai pas indéfiniment pour être au paradis. Je l'ai bâti dans ma vie. On peut bâtir le paradis comme on bâtit une maison. De la même façon. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un garage là, puis j'ai acheté ma maison, puis elle est hypothéquée, puis j'ai encore des dettes. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu peux faire ce que Carl Gustav Jung faisait dans sa maison, quand il a eu de graves problèmes avec lui-même, en fait. Il avait fait une crise cardiaque sévère. Puis là, il s'est dit, qu'est-ce qui pourrait me délivrer de mes préoccupations et de mes angoisses? Puis il est allé se promener sur le bord du lac de Zurich. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait des petites pierres, pas nombreuses, mais parfois vivement colorées. Rouge, orange, bleu, violette, jaune, verte. Il est venu une idée. Et si je construisais une maison miniature dans mon garage? Avec toutes ces pierres. Alors il s'est aperçu qu'en construisant les édifices de sa ville, c'était pas seulement une maison miniature, c'était une ville miniature, avec un hôtel de ville, un clocher d'église, une mairie, des restaurants, des garages, des maisons privées, un hôpital. Et il s'est aperçu que pendant qu'il construisait sa maison, il ne pensait pas à ses problèmes. Et que cela entraînait même un remarquable éclaircissement de son esprit. Je ne sais pas ce qui est arrivé de cette maison-là, de ce petit village en miniature. Probablement, tu sais comment sont les héritiers, hein, qui se disent, bon, ouais, ils ont tout jeté ça à la poubelle. Ouais. Un peu comme mon père, à la fin de sa vie, faisait des... vous savez, les petits cartons qu'on met dans un livre quand on lit des... Signets. Des signets. Il les dessinait. C'était sommaire, c'était primaire, comme un enfant. Mais ça lui faisait du bien. Il en a fait des centaines. Il y a encore des jovialistes qui ont des signets qui ont été peints, pas peints, crayonnés au crayon de couleur par mon père, avec des petits mots philosophiques, parfois très, très candides. Et évidemment, vous comprenez bien que quand moi, j'étais un petit peu dépassé par les événements parce que j'étais fils unique, hein, et j'avais pris soin de mes parents assez longtemps. Quand mon père est décédé, je suis allé récupérer l'essentiel. Je n'ai pas pensé au signet. Puis j'ai dit au concierge, qui est un ami,
pourrais-tu me libérer l'appartement? Je ne peux pas voir ça. J'ai pris tout ce qui était des souvenirs pertinents, proches de moi. Alors, il a touché aux poubelles. Là. Alors, mais c'est probablement ce qui s'est passé avec les enfants ou les proches de Carl Gustav Jung. Mais Jung avait élaboré, avec la construction de cette ville miniature, une thérapie remarquable. Et par la suite, chaque fois qu'il avait comme un problème ou un souci, il allait travailler à la construction de sa ville, qui s'est développée. Avec des roches, il a créé des petits personnages, etc. C'était enfantin, mais ça libérait son grand esprit des corvées de la vie quotidienne et professionnelle. Vous savez qu'un homme comme ça, non seulement il était psychiatre consultant dans les hôpitaux, jusqu'à un âge très avancé, il recevait en consultation des patients à son bureau. Il faisait de la recherche pour comprendre les problèmes de ses patients. Parfois, comme avec mademoiselle Spillrein, il s'est attaché à l'une d'elles et elle est entrée dans sa vie comme une compagne substitut. Ça, c'est du travail à plein temps, là, de s'avancer dans cette direction avec une femme âgée, malade, à laquelle on ment pour ne pas la faire souffrir, et en devant faire face aux revendications de la maîtresse qui veut plus de temps, plus d'argent. Alors, évidemment, et en plus de ça, il écrivait une œuvre considérable. Jung a écrit presque autant de livres que moi. Là. Donc, c'est près d'une centaine d'ouvrages. Il y a des gros ouvrages, il y a d'autres qui sont plutôt des fascicules médicaux. Il a écrit des œuvres sur les névroses, etc. Mais c'était la psyché profonde qui l'intéressait. Alors, évidemment, quand on travaille autant, à un âge si avancé, on finit par surchauffer. Hein? Et par dire des incongruités. Il faut toujours être extrêmement vigilant quand on dépasse les 75 ans et qu'on veut rester actif intellectuellement et, dans son cas, professionnellement. Une chose est certaine, Jung n'était pas un jovialiste. Et quand il a rencontré un vrai jovialiste, et pas n'importe quel, James Joyce, celui que sa femme surnommait Jim la joie, il a pété il a disjoncté. C'est ça, il a disjoncté. Et il s'est livré à des faits et gestes réprimandables, comme cet horrible article qu'il a écrit contre Joyce, et qui montrait à quel point il avait une rancœur à assouvir parce que Joyce l'avait supplanté par son intelligence dévastatrice. Mais ce n'est pas grave. Les gens n'ont pas toute la chance que je l'ai eue. Madame Hirzig me l'avait dit, Monsieur Moreau, si j'examine votre thème astrologique, vous aimeriez beaucoup avoir des ennemis, mais vous n'en avez pas. Je dis, est-ce que vous êtes en train de me dire que je me bats contre des moulins à vent? Elle dit, pas nécessairement, mais vous vous méprenez sur leurs intentions. Elle dit, généralement, ils n'en ont pas. Ce sont des gens banals.
ne les surestimez pas. Ça m'avait frappé. Alors, peu à peu, dans ma vie, j'ai appris à revenir vers les valeurs qui m'étaient chères. Lorsque j'avais 18, 19 ans, et que je m'intéressais non seulement aux rhétoriciens de l'Antiquité grecque, mais aux sophistes, qui avaient des arguments spécieux que je leur empruntais. Lorsqu'il y avait au collège ou à l'université des camarades qui voulaient se présenter à la présidence de l'association des étudiants et que, n'ayant pas la même faculté oratoire que moi, je les présentais. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se rongeaient les sangs et qui mordaient dans leur cravate lorsque j'utilisais les arguments que j'avais appris et qui relevaient de la dialectique. Mais je voudrais quand même vous dire ceci, mes amis. Il n'y a pas d'intelligence sans dialectique. C'est impossible. Le mot dialectique vient du grec dia, legen, en reliant. Ou ça peut vouloir dire en parlant. Le mot lexicon vient de legen, parler, relier, à travers une situation. Ça, c'était une chose que j'aimais. C'est pour ça que mes parents auraient tellement voulu que je fasse un avocat. Parce que je serais venu à bout de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle le premier ministre René Lévesque avait appelé le père de Francine, qu'il connaissait très bien, qui était un homme d'affaires riche à Montréal, pour savoir si il verrait une opposition à ce qu'il prenne contact avec moi pour me faire élire, parce qu'il dit, avec lui en chambre, comme orateur de la chambre, il pourrait paralyser littéralement les débats pendant un mois. Ça fait que le père de Francine lui avait répondu d'une façon bourrue. Il dit, tu cul Lévesque, tu feras pas de mon gendre un bouche-trou. Ben, bien dit, par exemple. Ce n'est que 10 ans plus tard que j'ai appris que le Parti québécois s'intéressait à moi. Il a bien fait de répondre pour moi, parce que moi, tu comprends, j'avais des... j'étais un peu utopiste, hein. J'aurais accepté de me faire élire à condition que les autres aillent parader dans les rues avec des pancartes en mon nom. Et une fois à l'Assemblée nationale, je serai enfermé dans mon bureau pour pouvoir dicter mes livres à la secrétaire payée par l'Assemblée, au lieu que de siéger. Mais ça, ce qui paraît, c'est pas possible. Non, non, non. Pas vraiment, non. Alors, tout s'est bien arrangé. J'ai finalement trouvé un tas de gens qui m'ont aidé à développer mes livres, mes conférences. Pourtant, il y a des députés qui ne siègent pas souvent, là, qui sont souvent absents, là. Comment ça se fait? Oui, mais ils ont des bons papiers du médecin. Hein? D'habitude, Mais il y en a beaucoup qui sont... Ils sont sur des commissions puis tout ça, Oui. mais ils sont rémunérés pour ça. Puis Oui. s'ils n'ont pas ça, ils ont le salaire de base. Mais il y en a qui le font par bravade aussi, parce que dans un parti, il y en a des fois qui sont mis de côté dans leur propre parti. Puis c'est comme si finalement ils s'en foutent, là. Ouais. Alors c'est évident, hein, comme disait mon vieux professeur de belles lettres, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui, c'est ça, oui. Alors, je pense que le temps serait peut-être venu de faire une petite pause. Déjà, 9h. Il y a juste 9h. Il est seulement 9 heures. Oui. Ah, ok. Bon, on va la faire pareil. On va la faire. 10 minutes. Un petit 10 minutes. Un petit 10 minutes.
Vous savez, quand c'est pas plein ici, ça demande plus d'énergie. Non? Il n'y a pas plein d'invisibles. Ben, c'est ça. Non. Oui, mais eux autres, c'est des immatériels. Et. C'est pas des entrées payantes. C'est pas des gens payants. Ben, ou peut-être te paye-t-il en monnaie invisible. Oui, mais je peux pas payer mon marché demain avec de la monnaie invisible. Oui, mais est-ce qu'ils s'en soucient vraiment, eux? Une petite pause.